Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture et je vais pas vous mentir, j'ai pas spécialement le temps de faire cette vidéo aujourd'hui, mais j'ai quand même envie que vous ayez une vidéo pour samedi. Du coup, je vais essayer de faire cette vidéo un petit peu en mode speed dating comme fait Zoé de la chaîne Le Zosie. Je crois qu'elle appelle ses vidéos comme ça. Speed dating ou speed booking, je ne sais plus, bref. Essayez d'être clair et concise sur un livre et de pas rester dessus un quart d'heure quoi, parce que clairement j'ai pas le temps. Donc j'ai 5 livres à vous présenter, donc je vais essayer de faire ça du mieux que je peux et le plus rapidement possible. Tout d'abord je vais vous parler du premier tome des 7 sœurs, donc le premier tome s'appelle Maya. Donc dans cette histoire on se retrouve non pas 7 sœurs, donc dans cette histoire on ne se retrouve pas avec 7 sœurs comme le titre l'indique, mais 6 sœurs qui ont été adoptées aux 4 coins du monde par un homme suisse richissime qui au début de l'histoire vient de décéder. Du coup, voilà, toutes les sœurs doivent revenir à son domaine en Suisse. Sachant qu'il y en a une, l'aînée Maya, le personnage principal du tome 1, qui vit là-bas tout le temps. Voilà, elle est traductrice et elle vit dans sa petite maison dans le domaine, alors que toutes les autres vivent aux 4 coins du monde. Du coup, il leur a laissé à chacune une lettre où il leur donne des indices sur d'où elles viennent en fait, puisque cet homme les a adoptés aux 4 coins du monde, hein. Comme Piketty l'a dit dans sa vidéo, elle en parle, j'avais pas vu du tout ça comme ça, mais en fait si. Le mec, quand il voyageait, au lieu de se ramener un porte-clés ou un bibelot, il se ramenait une petite fille quoi. Truc pas très réaliste à 100%, mais bon. Ce livre, il y a quand même pas mal de trucs où il faut un petit peu fermer ses chakras et accepter des trucs pas forcément réalistes. Mais une fois qu'on a fermé ses chakras et qu'on accepte, ça passe super bien. Du coup voilà, elles ont toutes des indices sur d'où elles viennent. Ok, Freya. Et du coup Maya apprend qu'elle vient du Brésil et du coup elle décide de partir pour le Brésil pour découvrir ses origines. Là-bas elle va très vite savoir un petit peu de quelle famille elle provient, mais ça va pas très bien se passer et du coup voilà, on va la suivre elle et on va suivre aussi une ancêtre de sa famille en 1928 je crois. Et au début, voilà, j'étais pas très chaude pour aller au Brésil ni d'aller trop dans le passé. Et au final, c'est ce que j'ai préféré, quoi. Les passages dans le passé avec son ancêtre, j'ai adoré. Franchement, voilà, on se retrouve en plus à une période assez importante, je dirais, qui est la période de la construction, enfin, ouais, de la création, de la construction du Christ qui est sur le Corcovado. Et j'ai appris plein de trucs et j'étais assez contente, voilà, pour ça, c'est une très bonne lecture. J'ai vraiment passé un super bon moment, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré les moments dans le passé. Ce qui se passe aussi dans le présent quand elle est au Brésil est assez intéressant, hein, mais j'ai vraiment préféré les passages du passé. Seul petit point, donc comme je vous l'ai dit, il y a des trucs pas forcément très réalistes, mais bon, si on les accepte, ça va. Et j'ai trouvé au début, quand il y a les 7 sœurs réunies, que c'était un petit peu gnangnan, quoi, que les dialogues étaient pas top et tout. Mais après, une fois au Brésil, tout va bien. Et du coup j'ai très hâte de lire le tome 2 que je vais essayer de lire ce mois-ci. Et voilà, je ne peux que vous conseiller cette saga. Vous pouvez toujours tester que le tome 1, hein, si ça vous plaît pas, vous continuez pas. Mais voilà, c'est une bonne saga avec des petits secrets de famille et tout. Ça se lit bien, ça se lit très vite en plus, donc c'est parfait. Je vais vous parler ensuite des Silences d'Amélie Antoine au livre de poche. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, ça a été la petite déception récente. Voilà. Donc en fait dans cette histoire on va suivre un homme qui s'appelle Édouard Bresson qui est l'humoriste préféré des Français et on va tout d'abord le suivre dans une soirée où il fait son spectacle au Stade de France, voilà, et après il y a l'après-soirée, tout ça, entrecoupé de passages dans le passé si je me souviens bien. Et ensuite on a une deuxième partie où on va être plus avec son fils, voilà, parce qu'il a un fils avec qui il ne s'entend pas très bien. Je vais m'arrêter là un petit peu pour le résumer et je pense que le truc... J'adore Amélie Antoine parce que voilà, elle nous fait des personnages géniaux qui nous font ressortir plein d'émotions. Et là, c'est les personnages quand il y a le problème pour moi. Encore le fils, ça va, je l'ai bien aimé. Mais le père, j'ai pas compris en fait. J'ai eu l'impression qu'Amélie Antoine s'était dit il faut que j'écrive un livre avec un humoriste. Mais oui, bien sûr, Gad Elmaleh. Voilà, on va prendre Gad Elmaleh,
On va lui donner un prénom bien français et lui changer quelques trucs et puis bam, Édouard Bresson. Voilà. Trop de détails qui me faisaient penser à Gad Elmaleh. Par exemple, Édouard Bresson a son... comment dire, il a un sketch que tout le monde adore qui est le sketch de Zita, je crois, dont en gros il s'est inspiré de sa concierge quand il était petit, qui était portugaise sans doute, et accro au ménage, tout ça, enfin bref, il nous fait tout un sketch autour de ça. J'avais l'impression de voir Gad Elmaleh avec Chouchou, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas du tout accroché à ce personnage, c'est affreux. Et voilà, on va se rendre compte que oui, qu'il n'a pas forcément une très belle vie parce que ok, il est adoré par toute la France, mais son fils ne lui parle plus, son ex-femme non plus. Enfin, vous voyez, il n'a pas grand monde dans sa vie en fait parce qu'il a dû sacrifier beaucoup de choses pour arriver là où il en est. Et voilà. Et il va se passer quelque chose et qui va un petit peu changer. Enfin bref, j'ai pas aimé. Même le truc final, je sais pas, j'ai pas accroché. Je sais pas si aussi la relation père-fils qui moi me parle pas du tout, hein, je suis ni père ni fils. Et clairement, j'ai pas eu de père depuis pas mal d'années, malheureusement. Donc je sais pas, j'ai pas accroché, je sais pas, je peux pas vous dire. C'est pas une mauvaise lecture, hein, mais pour moi c'est le Amélie Antoine que j'ai le moins aimé. Voilà. Ensuite, j'ai lu Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta au livre de poche. Donc là on est sur un beau bébé qui m'a tenu une semaine je crois à peu près, mais je l'ai savouré comme un petit bonbon. J'ai vraiment adoré, c'est vraiment un coup de cœur ce livre. Donc dans ce livre on va suivre, comment il s'appelle, Émile, qui vient d'être diagnostiqué d'un Alzheimer précoce, enfin bref, une maladie neurodégénérative je crois qu'on dit. Donc bref, il va peu à peu perdre la mémoire et aussi ça va commencer à atteindre à ses fonctions vitales vu que c'est relié au tronc cérébral et tout, enfin bref, à tout ce qui... De toute façon oui, c'est le cerveau qui dirige un petit peu les fonctions vitales aussi. Donc voilà, du coup il décide de tout plaquer, de partir en camping-car, faire un petit road trip en France, chose qu'il a toujours voulu faire avec son meilleur ami. Et sachant que son meilleur ami vient d'être papa, il est marié et tout, il peut pas l'accompagner hein, clairement. Du coup il va mettre une petite annonce en gros sur le Bon Coin où il dit qu'il a 26 ans, enfin qu'il a sa maladie et que voilà, il cherche quelqu'un pour l'accompagner faire ce dernier road trip, que ça risque de durer 1 ou 2 ans et que voilà. Il met ça en se disant que ça va pas fonctionner, hein, que personne n'est assez fou pour répondre à ça. Et il va recevoir un message de Joanne, une jeune femme, qui lui dit que elle est prête à partir avec lui, qu'elle est silencieuse, qu'elle aime bien méditer, qu'elle ronfle pas, voilà. Et ça va se faire en fait, il va la récupérer sur une aire d'autoroute et après ils vont partir dans les Pyrénées. Au début, ils se connaissent pas trop, en plus Joanne est très réservée, elle ne parle pas beaucoup. J'ai adoré ce personnage. Enfin, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais ce personnage, je l'aime d'amour. J'ai adoré Joanne. Et voilà, très clairement, après, au début, il cherchait quelqu'un qui ne fasse pas partie de sa famille pour pouvoir mourir un petit peu sans que ça touche ses proches, mais forcément, il va rester plusieurs mois, voire de longs mois avec Joanne, et forcément, il va se nouer quelque chose entre eux. Et j'ai adoré voir cette relation se faire. Franchement c'était beau, il y avait plein de passages émouvants et la fin en plus. Voilà, c'était magnifique. Voilà, j'ai pas les mots pour vous parler de ce livre. J'ai vraiment adoré. La plume est assez simple, hein, rien de... Mais voilà, la plume est simple, mais ça se lit super bien et on a envie d'y revenir. Franchement, moi à chaque fois que je l'arrêtais, j'avais envie d'y revenir. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis restée autant de temps dessus, mais j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai adoré ces deux personnages, leur relation et leur petit voyage. Donc je vous le recommande absolument.
J'ai ensuite lu Te laisser partir de Claire McIntosh au livre de poche. Et là, je peux vous dire qu'on est encore dans un coup de cœur. Voilà, en ce moment, j'avais des bonnes lectures. Hein. Donc en fait, j'aime pas faire ça. Mais je vais vous lire la 4e de couverture parce que j'ai pas envie de dire des choses qui pourraient me trahir sur ce qui se passe dans le bouquin. Voilà. Un soir de pluie à Bristol, un petit garçon est renversé par un chauffard qui prend la fuite. L'enquête démarre mais atteint rapidement son point mort. Le capitaine Ray Stevens et son équipe n'ont aucune piste, rien. Après cette nuit tragique, Jenna a tout quitté et trouvé refuge au Pays de Galles, dans un cottage battu par les vents. Mais plus d'1 an après les faits, Kate, une inspectrice de la criminelle, rouvre le dossier du délit de fuite. Et si l'instant qui a détruit tant de vies n'était pas le fait du hasard. Voilà, je m'arrête là. Enfin, j'ai pas envie de vous parler du résumé parce que voilà. Mais ce livre, j'ai adoré. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, le livre est en 2 parties. Et la première partie, je comprenais pas trop ce qui se passait en fait. Donc, on est comme le résumé dit, on est avec Jenna. Donc, on est au Pays de Galles avec Jenna qui essaye de se reconstruire. Et j'avais un peu l'impression d'être dans Les gens heureux lisent et boivent du café, quoi. Elle arrive dans un petit village, elle prend un cottage et voilà, il se passe pas grand chose, elle rencontre quelqu'un, elle fait de la photo, enfin voilà, clairement je me suis dit mais what is going on? Il y a marqué thriller là, je comprends pas. Et après, on se prend une claque dans la gueule, mais comme jamais. Et après, on va partir aussi dans un autre truc, on voit pas du souvenir, en 2e partie, que j'ai trouvé extrêmement bien traité par l'auteur. Voilà, moi qui en ai malheureusement un petit peu l'expérience, je peux dire qu'il y a des moments, j'avais la boule au ventre parce que ça me rappelait des trucs. Et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement bien travaillé par l'auteur. Et j'ai adoré, voilà, il y a encore des révélations qui viennent ensuite. Enfin voilà, franchement c'était une super lecture. Il faut juste se dire qu'il y a cette première partie où on se dit mais est-ce qu'on est vraiment dans un thriller? Qu'est-ce qui se passe? Mais après ça c'est génial quoi. Et après je l'ai dévoré, j'ai adoré. Et pour finir, je vais vous parler du Grand Cahier de Agatha Christophe chez Point, qui est un tout petit livre que j'ai lu en une journée. Donc on est avec Klaus et Lucas qui sont jumeaux. D'ailleurs je savais même pas leur nom parce que au final ils ne parlent jamais d'eux-mêmes puisque bon bref, je vais d'abord vous parler du résumé, après je vous parlerai de la plume et de l'écriture et tout. Donc on est avec des jumeaux qui à la base vivent dans une ville, donc on ne sait pas dans quel pays ça se passe, c'est dans un pays de l'Est probablement. Ils vivent dans la ville avec leur mère et leur père, mais c'est la guerre de 39-45. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates. Et du coup le père part au front et il reste avec leur mère, sauf que très vite il va y avoir des bombardements, tout ça. Ils ne vont pas du tout être en sécurité et la mère du coup va les conduire chez sa propre mère qui vit donc à la campagne, qui est une femme absolument méprisable, qui déteste sa fille et qui par extension déteste ses petits-fils, hein, elle les appelle fils de chienne. Voilà, c'est sympathique. Au début elle accepte pas du tout de les prendre, mais bon la mère leur dit lui dit qu'elle va lui donner de l'argent, donc bon, vu qu'elle est aussi radine, bah, elle accepte. Et voilà, et clairement ils vivent, enfin la grand-mère était assez, enfin j'allais dire assez extrêmement pauvre. Oui, elle est pauvre, elle vit dans une maison un petit peu délabrée, sans eau courante, sans électricité. Quand les gamins arrivent, bon ils sont propres sur eux et tout, ils sont habitués au confort de la ville. Elle trouve que c'est dégueulasse quoi, par terre quand tu marches ça colle, les couverts pour manger ne sont jamais absolument propres, la grand-mère ne se lave jamais aussi donc elle pue, mais très vite ils vont accepter ce mode de vie et l'embraser même, et voilà, et du coup, vu qu'ils ne vont pas à l'école, que leur grand-mère s'en fout un petit peu d'eux, elle leur dit juste qu'il faut qu'ils travaillent pour pouvoir manger. Donc aller couper du bois, aller ramasser des champignons, enfin bref, des trucs, ça va pas trop compliqué. Mais ils décident du coup de s'éduquer eux-mêmes. Et cette éducation, en fait, j'avais l'impression de voir 2 gamins qui s'éduquaient à devenir des psychopathes. Clairement, c'était ça. Parce que par exemple, un des premiers exercices qu'ils vont faire, c'est l'exercice de
résistance à la douleur, je crois que c'est ça. Donc en gros ils vont se taper l'un sur l'autre jusqu'à être habitués à se prendre des coups dans la tronche. Ils vont aussi après s'entraîner à résister psychologiquement, que ce soit aux insultes ou... Voilà, donc au début ils vont s'insulter et après se dire des mots doux, histoire que les mots n'aient plus aucune valeur pour eux, voilà, que ça ne leur fasse plus rien. Ils vont aussi... Enfin c'est là où je me disais que ça tombe un peu peut-être dans le psychopathe, c'est qu'ils vont s'entraîner à faire souffrir des animaux. Voilà, donc ça c'est pas le meilleur des chapitres. Hein. Enfin voilà, ils vont s'éduquer à faire plein de trucs. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, donc en fait c'est le premier livre que je lis comme ça. C'est à la première personne mais du pluriel, donc c'est toujours nous, nous, nous. On a les jumeaux qui disent nous en fait. Le récit est fait de quelle sorte que comme si les jumeaux n'étaient qu'une personne. Voilà, de toute façon ils ne sont jamais séparés, ils font tout ensemble et voilà, ils disent nous. Et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que bon aussi ils s'éduquent normalement, voilà, en faisant des maths et l'expression écrite, tout ça, tout ça. Ils ont des feuilles sur lesquelles ils notent des rédactions, après ils se les échangent, ils se les corrigent, et après celles qui sont bonnes, ils les mettent dans un cahier. Sachant que ce qui est assez intéressant avec eux, c'est que ils refusent d'écrire des choses, enfin ils ne veulent écrire que des faits, pas d'émotions, pas d'idées, rien, on est toujours que dans les faits, et ça transparaît en fait, puisque je pense qu'en fait tout ce qu'on lit c'est ce qu'il y a dans leur cahier en gros. Donc voilà, faudrait que je retrouve le chapitre où ils en parlent, parce que j'ai trouvé ça super intéressant en fait, et ça transparaît vraiment dans le... Ah voilà, nos études. Voilà. Donc en fait, quand ils écrivent et qu'ils se corrigent, ils écrivent bien ou pas bien. Pour décider si c'est bien ou pas bien, nous avons une règle très simple. La composition doit être vraie. Nous devons décrire ce qui est, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous faisons. Par exemple, il est interdit d'écrire « grand-mère ressemble à une sorcière », mais il est permis d'écrire « les gens appellent grand-mère la sorcière ». Il est interdit d'écrire « la petite ville est belle » car la petite ville peut être belle pour nous et laide pour quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, on a toute cette façon de penser qui résonne et qu'on a en fait tout au long de l'écriture, et j'ai trouvé ça super intéressant. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je vais pas vous mentir, il y a des scènes un petit peu ardos, hein, surtout, enfin voilà, ils vivent pas des choses faciles et ils voient pas des choses faciles non plus. Limite, enfin bon, il y a une scène clairement avec un animal. Voilà, j'ai pas compris. En plus, ça n'apporte rien. Il y a une scène aussi où il y a un petit peu de pédophilie, mais ça amène à autre chose. Mais la scène avec l'animal, non, j'ai pas compris le but. Peut-être de nous faire comprendre des choses sur un personnage en particulier, mais bon, je sais pas trop. Bref. Je ne sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, j'ai bien aimé, hein. Je pensais, au début je me suis dit mais c'est un petit peu particulier et tout, pourquoi tout le monde aime, et en fait oui c'est très intéressant. J'ai surtout beaucoup aimé la fin, je l'ai trouvé diaboliquement diabolique, et ça me donne juste envie de me procurer le tome 2 et le tome 3 pour pouvoir les lire assez rapidement. Voilà tout le monde, c'est tout donc pour cette petite vidéo update lecture. J'espère qu'elle vous aura plu, que malgré le fait que j'ai essayé de condenser un petit peu tout, que vous aurez eu les informations nécessaires pour savoir si vous aurez envie de lire ces livres. Je vais vous laisser et on se retrouve, alors non pas mercredi pour une fois je crois, mais samedi prochain pour un book haul normalement. Donc je vous laisse, passez une bonne semaine, salut!